Bonsoir Gilles Kepel, merci Bonsoir. d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'islam, votre dernier livre c'est Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. On va évoquer évidemment cette lutte contre l'islamisme qui est au cœur de vos ouvrages, vos nombreux ouvrages. J'aimerais qu'on parte un instant, si vous le permettez, d'abord en Israël, au 109e jour de la guerre, avec un très lourd tribut payé par les soldats israéliens, 24 morts sur la journée d'hier dans la bande de Gaza. Sur place tout de suite, Jérôme Rampenou et Olivier Gangloff. Tsahal a annoncé le décès de 24 soldats hier, dont 21 réservistes dans une opération qui visait à placer des mines dans un bâtiment dans la zone tampon entre Gaza et Israël. Un terroriste a tiré au lance-missiles sur ce bâtiment. Les mines se sont actionnées et le bâtiment s'est effondré sur les soldats. Un jour que Benjamin Netanyahou considère comme l'un des jours les plus difficiles depuis le début de la guerre. C'est effectivement le bilan le plus lourd en pertes humaines en 24 heures depuis le début de l'offensive, le 27 octobre. Alors que les combats continuent dans Khan Younes, la ville est totalement encerclée par les forces de Tsahal, qui est un centre opérationnel du Hamas dans le secteur. Et il faut savoir que d'après les médias locaux, Israël aurait proposé une trêve de 2 mois contre le retrait de ses troupes de certaines zones de Gaza, ce qu'aurait refusé le Hamas. Merci beaucoup Jérôme Rampenou, Olivier Gangloff. Gilles Kepel, on voit que ces négociations autour de la libération des otages sont extrêmement difficiles. On aurait une proposition d'une nouvelle trêve pour les libérer. Il y a beaucoup de pays qui sont à l'œuvre, évidemment. Le Qatar et l'Égypte notamment. Oui, et la Russie aussi, puisque M. Bogdanov, qui est l'envoyé spécial de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et le vice-ministre des Affaires étrangères, a reçu il y a 3 jours à peu près une délégation du Qatar à qui il a indiqué maintenant il faut libérer les otages en échange de prisonniers palestiniens et notamment 3 citoyens russes. Alors quand la Russie qui soutient l'axe du Sud, si vous voulez, dont le Hamas est parti, donne ce message, c'est un message appuyé, disons. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de forces qui souhaitent mettre en place une nouvelle trêve, y compris à l'intérieur de l'establishment israélien. C'est la première fois qu'on voit quand même de très forts clivages dans le comité de défense qui dirige le pays, avec l'ancien chef d'état-major, M. Eisenkot, le général Gantz, etc., qui souhaitent une trêve pour faire l'échange, qui considèrent que de toute façon, il n'y aura pas, comme l'a dit l'ancien chef du Shin Bet, M. Ayalon, dans une interview à Haaretz récemment, il n'y aura pas de photo de victoire israélienne. Si vous voulez, il faut prendre langue avec le Hamas pour mettre en place un processus de trêve, négocier la sortie des otages, parce que la fin des otages, la libération des otages, ça signifie pour Israël et pour tous les adversaires de M. Netanyahou que celui-ci va perdre le pouvoir, puisqu'il est très probable que les centristes de sa coalition, à ce moment-là, vont se retirer du soutien au gouvernement, et ça veut dire à la Knesset qu'il y a de nouvelles élections. Or, en fait, il n'y a pas d'avenir dans la région, pense un nombre croissant d'Israéliens. Netanyahou est crédité d'environ 15% de sondage aujourd'hui, ce qui est très très bas, avec M. Netanyahou qui, selon la plupart d'entre eux, porte une responsabilité gigantesque en ayant cliver le pays, ce qui a permis le 7 octobre, etc. Et ce qu'on voit aujourd'hui, qui est effectivement sans doute l'un des jours les plus meurtriers dans l'offensive, on a un peu le sentiment quand même que le gouvernement, M. Netanyahou, met les bouchées doubles pour essayer d'obtenir le plus de résultats possible à Khan Younes, etc., parce que les objectifs n'ont pas été remplis. Au départ, il fallait tuer Yahya Sinwar, il fallait descendre tous les leaders du Hamas qui n'ont pas été tués. Voilà. Mais est-ce que j'ai bien compris? Vous nous dites que c'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui est en partie responsable du 7 octobre, Gilles Kepel? Non, pas du tout. Non. Oui, enfin, oui pardon. En aucun cas. Oui, parce qu'il a désorganisé. Oui, tout à fait, parce qu'il a désorganisé profondément Israël, si vous voulez, avec la loi qui voulait mettre de côté la Cour constitutionnelle. Le pays s'est clivé complètement en deux. Vous aviez des manifestations. Ce ne sont pas les Israéliens qui ont mené les attaques du 7 octobre. Non, c'est bien le Hamas. Non, bien sûr. Non, mais les conditions étaient très favorables, si vous voulez. Moi, je suivais les sites arabes à ce moment-là. Le Hezbollah, Hamas, c'était cache ma joie. Israël est complètement clivé. Et si vous voulez, M. Netanyahou, en soutenant les ministres Colomb, M. Smotrich, M. Ben Gvir, etc., dans la politique d'annexion et des annexions illégales en Cisjordanie,
a déplacé toute l'armée qui était les commandos opérationnels sur la bande de Gaza, qui se sont trouvés en Cisjordanie, ce qui a facilité énormément le travail au Hamas, qui a pu pénétrer très facilement, sans compter que lui-même a été convaincu que le Hamas n'attaquerait pas parce qu'il avait fait financer par le Qatar Yahya Sinwar et les autres, et il s'était dit, bon, ils peuvent toujours raconter ce qu'ils veulent, en réalité, ils veulent s'enrichir, et il n'avait pas du tout pris la conscience du phénomène. Si vous voulez, il y a eu une erreur stratégique de sa part, pour des raisons internes, pour rester au pouvoir, pour ne pas aller en prison, pour avoir le soutien de l'extrême droite, qui a eu un effet catastrophique, et en ce sens, pour la société israélienne aujourd'hui, hein, il porte une lourde responsabilité, si vous voulez, dans la situation. Bien, c'est lui qui a attaqué, mais si vous voulez, le responsable sont les terroristes du Hamas. Il a fourni une situation qui a été une opportunité exceptionnelle pour l'attaque. Et dramatique. Parlons un peu de notre pays, la lutte contre l'islamisme. Vous avez été un des premiers à alerter sur la montée du djihadisme d'atmosphère. On en a malheureusement des cas très régulièrement. Vous avez le sentiment que les lignes ont bougé dans notre pays ou pas ? Oui, indéniablement, il y a eu une prise de conscience, notamment quand on revient à la période la plus basse du point de vue de la prise de conscience de l'État, quand Mohamed Merah, en 2012, assassine à Toulouse et à Montauban des soldats français qu'il croit musulmans comme apostats, parce qu'ils auraient trahi l'islam. Ensuite, des enfants juifs et leurs professeurs à l'école Ozar à Torah. Le patron du renseignement, à l'époque, déclare « c'est un loup solitaire, circuler, il n'y a rien à voir ». C'était une catastrophe et en fait, c'était le mouvement qui ensuite a abouti à Charlie Hebdo, à l'assassinat de Charlie Hebdo et à l'hypercacher. Aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience beaucoup plus importante, notamment avec la notion de séparatisme qui est désormais entrée dans la culture de gouvernement. Et on voit bien que, disons, ce qu'on appelle les organismes du haut du spectre, la DGSI en particulier, ont eu un très grand nombre de succès. En revanche, le problème qui se pose aujourd'hui, et depuis la réforme que Nicolas Sarkozy a faite et qui a dissous les renseignements généraux, on voit que tout ce qui concerne l'analyse de ce qu'on appelle les signaux faibles, où justement se développe le djihadisme d'atmosphère, c'est-à-dire le renseignement territorial, et le parent pauvre de l'organisation du renseignement français. Or, c'est là que beaucoup de choses se produisent pour éviter justement le passage à l'acte. Et c'est là qu'on détecte les signaux. Une question peut-être de Sabrina Medjeber et ensuite Louis de Raynal. Oui, bonsoir Monsieur Keppel. Étant observatrice des mutations anthropologiques dans certains quartiers qui sont aujourd'hui des zones entre guillemets ou des théâtres d'opérations liées au djihadisme, parce qu'il y a une absence de contraintes en termes d'observation du trafic d'armes, une population qui est culturellement très réceptive à l'islamisme, un islamisme qui s'est aussi construit au fur et à mesure des décennies par le clientélisme. On connaît tous l'adage une mosquée, 3 mandats, des financements d'associations qui ont aussi permis l'émergence et la consécration de l'islamisme dans les quartiers. Ne pensez-vous pas que, au regard des émeutes qui ont eu lieu au mois de juin, qu'un jour, il se pourrait que le prochain point de bascule soit dans les quartiers à la fois la lutte confessionnelle et à la fois les quartiers lourdement armés, c'est-à-dire symboliquement une femme voilée ayant son arme tirant sur les forces de l'ordre, c'est-à-dire le clan rival de l'État. Gilles Keppel. Alors ça, je ne sais pas si on peut faire des scénarios d'anticipation aussi terrifiants, mais effectivement, ce qui s'est passé au mois de juin dernier est très préoccupant parce qu'on voit comment il y a eu une sorte d'emballement, alors qu'il n'y avait pas d'incitation islamiste au départ, mais on voit que au fond l'ordre a été rétabli à la fin, ou le calme plus exactement a été rétabli à partir du moment où un certain nombre d'intermédiaires religieux ont dit on arrête le jeu, et aussi on a mentionné aussi les trafiquants divers pour lesquels le désordre gêne le business, comme on dit. On l'a vu aussi lors de l'affaire de l'assassinat du jeune Thomas à Crépol. À Crépol, où une expédition entre guillemets punitive montée par des groupes d'extrême droite a vu que l'un des personnages en question était isolé dans un camion, risquait de se faire la peau, et c'est un leader religieux qui a réussi à avoir l'ascendant sur ceux qui voulaient le mettre à mal. Donc, ce qui indique, si vous voulez, effectivement, qu'il y a
d'autres systèmes de pouvoir, d'allégeance, etc., dans un certain nombre de quartiers. Une situation qui est aujourd'hui d'autant plus préoccupante que, comme ça a été mentionné tout à l'heure, vous avez des forces politiques qui considèrent qu'il faut s'allier au diable, éventuellement, pour pouvoir être réélu. Alors, en même temps, tout ça, ça fait partie d'un enjeu global. Et il me semble que ceux qui se sont mis, d'une certaine façon, du côté obscur de la force, si on regarde aujourd'hui l'évolution des intentions de vote en leur faveur, baisse significativement. Maintenant, on n'est pas à l'abri, on ne sait pas encore comment vont se recomposer les forces politiques françaises, comment la montée en puissance du Front National, du Rassemblement National, qui est en tête dans les sondages, va se traduire, qui va apparaître comme l'opposant le plus important. Est-ce que ce sera une coalition de gauche? Est-ce que ce sera Renaissance autour du président de la République? Tout ça fait partie des impondérables. Et bien évidemment, la question des quartiers est importante, à la fois parce qu'elle révèle d'intention de vote propre, éventuellement, ou de vote pour ou vote contre, et aussi parce que aujourd'hui, c'est devenu un objet de fixation, bon ou mauvais, de la société française, et qu'une partie du basculement de la France vers la droite et l'extrême droite, aujourd'hui, est principalement due à la hantise de ce qui est en train de se dérouler dans des quartiers dont un certain nombre de gens ont le sentiment qu'on ne maîtrise plus ce qui s'y produit. Oui, donc on a cet ensemble et bien sûr, en affaire, il ne s'agit pas de jeter de l'huile sur le feu, mais précisément une meilleure connaissance de tout cela est extrêmement importante et c'est ça que moi je passe mon temps à déplorer. On en a parlé dans le cas du renseignement tout à l'heure, mais c'est la même chose à l'université et dans les études où, en dépit d'efforts louables d'un certain nombre d'individus, les budgets ne sont pas là, la connaissance pas là, et surtout les relations, la construction de relations, de formation d'élites républicaines dans les quartiers, aujourd'hui, me semble-t-il, laisse à désirer. Louis Dragnel, une question. Mais, du coup, on vous sent un tout petit peu fataliste, parce que face à vous expliquez cette bascule d'une partie de la société donc, qui ne croit plus au discours politique et qui se dit qu'il y a trop d'immigration, que l'islam radical est trop présent sur le territoire français. Est-ce que vous pensez quand même qu'il y a quelque chose qui est faisable? Est-ce qu'il y a la possibilité de remaîtriser l'immigration à la fois légale et illégale, de redonner une forme de souveraineté aussi de la France dans ces quartiers, de faire en sorte que tous les Français en fait, qui doutent et aujourd'hui qui n'y croient plus, à nouveau puissent y croire et se dire qu'un avenir commun est possible? Oui, bien sûr. Et en fait, il y a deux questions dans votre question, puisqu'il y a d'abord, il y a les flux migratoires illégaux. Et ça, bien sûr, c'est quelque chose qui est insupportable. Et pour la plupart de la population, puisque là, on est moi, j'habite en grande partie. Et même l'immigration légale aujourd'hui dans le Midi, pose problème et pour la plupart on voit des Français. bien les gens qui passent, malgré les contingents de police, qui vont ensuite, qui ne parlent pas français, qui n'ont pas d'emploi ni de papier. Aujourd'hui, il y a eu les chiffres explosion, record historique de demandes d'asile en France. En Allemagne et en Italie. Il y a beaucoup de gens qui se disent qu'on n'arrive pas à maîtriser notre et qui rejoignent ensuite le marché de la drogue, parce que c'est là qu'ils ont des emplois, avec tout ce que ça engendre. Donc, ça, c'est une chose. Et là, évidemment, ce sont des politiques très importantes à mener, et ne serait-ce que parce que les électeurs jugent les gouvernements là-dessus. L'autre facteur, c'est pour la population résidente. On a quand même aujourd'hui en France toute une classe moyenne issue de l'immigration maghrébine et pas encore complètement africaine, mais ça commence déjà, qui est très présente dans la société et qui, justement, est intégrée à la société française, qui s'y identifie beaucoup plus qu'à des fantasmes politico-religieux venus du pays d'origine ou sur le web, et qui est justement en opposition aux radicaux. Or, malheureusement, je pense que celles-là et ceux-là, parce qu'il y a beaucoup de femmes parmi eux, ne disposent pas suffisamment de soutien, de visibilité, etc. Et sont traités un peu comme par-dessus la jambe. Moi, je l'ai vu notamment dans une ville comme Nice, où j'ai beaucoup aidé des associations de jeunes femmes qui, notamment, avaient lutté après l'attentat du camion du 14 juillet 2016 pour lutter contre la radicalisation dans les écoles. La plupart étaient originaires du Maghreb.
Bon, et le soutien de l'État, le soutien local, n'est pas à la hauteur de ce qu'il devrait être, si vous voulez. Si on ne s'appuie pas aussi sur les gens qui, dans ces populations, croient dans la France, croient dans la société, s'identifient à ces valeurs qui sont les leurs comme elles sont les nôtres, on est défaillant, vous voyez. Et là, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui n'est pas complètement à la hauteur. Alors, parce que... Mais vous restez malgré tout optimiste, du coup. En amont. Toujours, sinon... Oui, mais parfois, la réalité, quand on regarde la liste des faits divers, la surreprésentation d'auteurs de ces faits qui sont issus de l'immigration, des gens qui sont sous OQTF, qui auraient dû être expulsés, on a l'impression, il y a beaucoup de gens qui se disent, tous les jours, c'est à peu près le même profil, et on continue d'accepter une immigration légale et illégale toujours plus importante. C'est bien pourquoi le vote pour le Rassemblement national augmente. Ça, il n'y a pas de doute. C'est l'un des éléments clés. Mais l'optimisme ne veut pas dire la naïveté. Ça veut dire qu'il faut croire à quelque chose en s'en donnant les moyens et surtout ne pas être dupe. Moi, j'ai passé mon temps à analyser les phénomènes que vous décrivez en essayant de leur assigner des causes, d'indiquer des remèdes. J'ai fait X rapports. Je ne peux pas dire que ça a été toujours suivi des faits, mais tant que je suis vivant, je continue et je ne me décourage pas. Merci en tout cas Gilles Kepel, prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu. Merci de votre Ce soir invitation. sur nos antennes, c'est News Europe 1. Merci Sabrina. Et merci Louis Dragnel. Dans un instant, vous retrouvez sur Europe 1 Céline Géraud pour Europe 1 Soir et Christine Kelly pour Face à l'info.